Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ampara. Aujourd'hui, on va voir un extrait de la formation Trouver son identité qui s'adresse donc aux photographes. Une fois qu'on a acquis la technique photo, ce qui vient tout de suite après, c'est trouver son style. Et ça peut mettre des mois, voire des années. Eh bien, Michael, dans cet extrait qu'on va passer, va vous aider justement à vous guider pour que vous trouviez votre style visuel le plus rapidement possible. Voici l'extrait. Merci beaucoup. Et donc on va enchaîner. Je ne sais pas si vous n'avez pas de questions d'entrée de jeu, donc on va enchaîner directement en parlant effectivement de l'identité photographique. On a abordé tout ce qui concerne votre identité au sens strict du terme. Et ici, c'est comment cette identité, donc ce que vous êtes, va transparaître dans vos images de manière plus concrète. Donc en fait, je vais peut-être revenir à ça. J'ai choisi cette image-là parce que c'est l'image que je mets en couverture de mes fichiers de prospection, d'envoi de tarifs pour les mariages. Et donc c'est une image effectivement qui est clivante. Je veux dire, a priori, on pourrait se dire il n'a pas bien fait le point. Voilà. J'ai quand même eu des retours pas très positifs par rapport à cette image-là. Et le but est vraiment celui-là. Le but est que des gens qui ne comprennent pas ce que je veux dire par cette image ne me contacte pas. Donc il y avait une question qui était de cet ordre-là. Est-ce que je refuse des clients ou pas? Bien souvent, je ne les refuse pas, mais en amont, s'ils trouvent que ça ne leur parle pas, ils vont pas signer, ou en tout cas ils vont pas donner suite parce que ça leur semble trop lointain ou pas correspondant à ce qu'ils voudraient chercher. Donc c'est réellement le but de l'identité photographique, c'est que vos codes passent extrêmement clairement dans tout ce que vous communiquez, dans les images que vous montrez. Et donc la sélection fait partie vraiment du jeu. Ce que vous montrez sur votre blog, ce que vous décidez de montrer sur votre plaquette, par exemple pour le coup ici, ou dans votre portfolio quand vous rencontrez des clients potentiels, etc. Ce que vous allez montrer sont des symboles de ce que vous êtes. Donc ici, dans ce cas-ci, le côté flou, c'est aussi l'idée que pour moi, une émotion est plus importante qu'un fait. Et que donc là, effectivement, on ne voit pas concrètement ce qui se passe, mais qu'on en comprend l'essence et que ça suffit à évoquer la situation. Donc ça, c'est juste pour faire une petite intro. Et on arrive effectivement au style visuel et au style émotionnel, qui sont pour moi les deux pendant du style photographique. Donc si on résume, on a l'identité qui chapeaute le tout, qui donne identité photographique et identité graphique. Et ici, on est dans l'identité photographique qui donne le style visuel et le style émotionnel. Le style visuel, c'est tout ce que vous allez communiquer en termes d'esthétisme. Donc par exemple, vous pourriez avoir un esthétisme très marqué qui soit lié au rendu de la pellicule, à un rendu que vous avez travaillé, à une certaine couleur qui est très présente dans vos images, etc. Ça, c'est votre style visuel. Donc tous les codes esthétiques liés à vos images. Le style émotionnel, c'est tous les codes humains, psychologiques qui transparaissent dans vos images. Et pour moi, ces deux piliers doivent définir votre style au sens large, mais ils sont vraiment séparables, à mon sens. Alors, on peut aussi faire des liens entre les deux, mais c'est intéressant de les considérer séparément. Par exemple, je vais vous donner un exemple de lien qu'on peut faire. On peut avoir un style visuel qui soit totalement en lumière naturelle et des images qui aient un style émotionnel, naturel, simple et proche des gens. Et du coup, c'est là que le style visuel va venir compléter le style émotionnel pour créer une cohérence plus forte. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est deux entités d'une même réalité qui est l'identité photographique. Et donc voilà, l'idée c'est d'essayer de définir ça le plus clairement possible pour que vous soyez capable de le communiquer en mots, pour que ce soit le plus clair possible pour vous et pour vos potentiels clients, mais aussi que ça transparaisse dans vos images et que donc la sélection soit basée sur ce cahier des charges à la limite que vous auriez défini. Donc, je donne l'exemple de mon travail pour le style visuel. Donc, le cahier des charges, pour moi, il est établi comme ça. En tout cas, j'ai dû le formaliser pour l'expliquer. C'est pas nécessaire en général, c'est pas si clair que ça. Je trouve l'exercice intéressant. En fait, ça m'a permis de découvrir certaines choses, de devoir l'écrire, donc je vous inciterai à le faire vraiment pour vous. Mais ça peut être plus instinctif que ça. Ça peut être des images qui vous plaisent de manière générale et qui correspondent à un certain cahier des charges. Ici, ça m'a permis de le rendre très formel et très explicite. Donc, travailler en lumière naturelle, profondeur de champ courte, une focale standard, donc un 50 mm, quasiment sur toutes les images, pour aussi proposer une vision très humaine des choses, des patterns et des textures très présents,
des contrastes forts, c'est-à-dire des vrais noirs et des vrais blancs dans les images, ce qui n'est pas toujours le cas en argentique, des images lumineuses et beaucoup visuellement des réflexions et des dos, des personnes photographiées de dos dans les images que je fais. Il y a des choses qui sont définies a priori. Par exemple, la lumière naturelle, c'est quelque chose que j'aime a priori. Avant de photographier, je me dis je préférerais travailler en lumière naturelle. Par contre, il y a des choses que j'ai observées qui sont définies a posteriori, comme les réflexions et les dos. C'est des récurrences que je vois dans ma manière de photographier. Je trouve qu'un dos est souvent plus expressif qu'une face. Et j'aime photographier les gens de manière de dos parce que ça suggère une attitude. Et je trouve ça souvent plus évocateur que de face. Mais donc là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai observé dans mon travail et qui permet d'en faire une règle parce que du coup, le fait de l'extraire et d'en faire une règle comme ça permettra d'avoir une sélection plus efficace aussi quand on montre des images sur le blog, de pouvoir se dire « Ok, ici cette image est une réflexion, j'ai envie de la montrer parce que ça correspond à ce que je voudrais, enfin à ce qui me plaît aussi, quoi. » Donc ça résume en quelque sorte le style visuel. On peut aller, en général j'aime bien dire 5 mots clés, là j'en ai plus. On peut aller très en détail. On pourrait dire aussi qu'il y a beaucoup de photos de nature par exemple, ou d'éléments très éphémères ou des choses comme ça. À un moment on peut se limiter aussi. Donc je pense que vraiment définissez où vous mettez la jauge, combien de mots clés peuvent définir votre style visuel. On peut aller jusqu'à l'infini, mais c'est un autre exercice de dire je vais essayer de le définir en 2 mots, en 5 mots ou en 10 mots. Donc soyez conscient de ce qui est possible. Vous pouvez faire les 3 exercices et essayer d'avoir une vision plus large de ce qui est possible au niveau visuel. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce style visuel particulier, enfin à ce point précis qu'est le style visuel? En fait, concrètement, ça aborde ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, qui est de dire ce choix-là va limiter le type d'image que je publie. Je pourrais être, comme tu le disais tout à l'heure Ludovic, attiré par plusieurs styles visuels. Je pourrais aimer un style d'esthétique et un autre style d'esthétique. Et faire ça, c'est se limiter à un seul choix. J'expliquerai après l'autre possibilité. Il est possible de le faire 2, 3, 4 fois et avoir un style visuel multiple. Ce n'est pas la solution que je préconise, mais en tout cas, si on le fait aussi de manière multiple, je pense que c'est intéressant aussi de toute façon de le décrire de cette manière-là pour être au plus clair possible sur les frontières entre les différents styles qu'on aurait dans les différents domaines dans lesquels on exercerait. Donc je ne sais pas, toujours pas de questions. Est-ce que les internautes ont des questions par rapport à ce point précis du style visuel ou... Exactement, alors c'est Guy qui demande lors d'un workshop auquel il a participé, il disait il fallait définir par 3 mots son style. Mais en fait, il a l'impression que c'est toujours un peu les mêmes termes qui ressortent, type émotion, lumière naturelle, authenticité. Comment aller plus loin finalement que tous ces lieux communs? C'est une très bonne question parce que en fait, le mot authenticité par exemple est très... je trouve que c'est un terme qui est hyper dévoyé, qui est en tout cas utilisé et à mauvais escient en général. Si on pose la question à quelqu'un, je trouve que c'est pour ça que c'est un terme qui n'est pas très segmentant, parce que si on pose la question à n'importe qui, est-ce que vous préférez une image authentique ou inauthentique, tout le monde préférera une image authentique. Donc se définir comme quelqu'un qui veut faire des images authentiques, ça n'a pas de sens, puisque a priori tout le monde le veut. Donc il faut trouver des termes qui vous distinguent aussi à ce niveau-là. Quand on parle de lumière naturelle, par exemple, il y a d'autres choix qui peuvent être faits. Il y a des choix à pouvoir faire. Enfin, il y a des gens qui adorent travailler en lumière artificielle. Ça n'est pas mon cas. Les profondeurs de champ courtes, c'est pareil. C'est quelque chose qui est qui est assez présent, mais on pourrait très bien faire le choix de ne pas travailler en lumière en profondeur de champ courte, en tout cas pas aussi courte que ça. Par contre, j'imagine mal un photographe qui dit « je veux faire des images inauthentiques ». Ça pourrait en fait, ça pourrait être que des mises en scène, etc. Mais c'est moins clivant, c'est moins... Je pense que plus ce sera précis, plus ça sera efficace dans votre définition. C'est vraiment, que ce soit à ce niveau-là ou dans tout le branding de manière générale, plus vous allez être pointu dans ce que vous allez décrire, et donc plus vos choix vont être précis, plus ce sera efficace. C'est vraiment la logique de l'aiguille. Plus la pointe est aiguisée, plus vous allez rentrer dans un marché profondément. Donc il ne faut vraiment pas avoir de problème à être à choisir des termes qui soient hyper clivants. Quand on voit Focal Standard par exemple, ne faire que des images à 50 mm, c'est un parti pris considérable. C'est se limiter énormément, c'est faire un choix. Et bien sûr, j'aimerais à certains moments me dire tu peux faire une image à 24 mm. Mais ça ne correspond pas au cahier des charges. Et je pense que c'est ça qui donne la force de ce choix-là, c'est qu'il me contraint moi aussi et qui donne du coup une esthétique qui est totalement assumée et peut-être différente des autres. Donc je pense que effectivement, il y a des termes qui sont très généraux, mais je pense qu'il faut se prémunir soi-même de les utiliser. Plus on va aller vers des choses segmentantes et qui nous sont propres,
plus ça aura d'impact. Vraiment, la logique de l'aiguille, elle est hyper visuelle. Plus c'est pointu, plus c'est précis, plus ça va rentrer loin. Donc, il ne faut pas hésiter à avoir des choses qui ne sont pas évidentes. Par exemple, les patterns et les textures, c'est quelque chose qui n'est pas très présent en mariage. Et je pense que c'est ça qui va me distinguer plus que, par exemple, la lumière naturelle, qui est quasiment la règle aujourd'hui en mariage. Et les réflexions et les dos aussi sont une manière d'aborder les choses qui n'est pas forcément évidente au premier abord, quoi. Surtout sur certains jobs comme si on travaille en corporate, avoir des réflexions à travers des vitres, etc. et rendre les choses moins évidentes au premier abord. Je pense que c'est un parti pris qui peut qui peut faire la différence. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne question. J'évite généralement les termes comme authenticité. Il a dit quoi comme autre terme? C'était authenticité, émotion et lumière. Émotion voilà. et lumière, exactement. C'est lumière, enfin des images lumineuses, oui, mais plus vous allez être précis, plus vous allez, par exemple de lumière, définir sa nature, donc est-ce qu'elle est naturelle ou est-ce qu'elle est artificielle, c'est intéressant. Si on dit que les images sont lumineuses, il faut savoir ce qu'on met derrière le terme lumineuse. J'aurais pu être plus précis. En gros, dans mes images, il y a l'association des contrastes forts et de la luminosité, donc concrètement, c'est un peu technique, mais quand on a un histogramme, on ramène un vrai noir à un vrai blanc. Et donc les deux valeurs extrêmes sont définies par les contrastes forts, un vrai noir, un vrai blanc. Et la valeur lumineuse, c'est la jauge du centre qui est remontée vers une expo un peu plus élevée que la normale. Et donc voilà, ça définit juste comment je vais traiter les images pour qu'elles correspondent à ce cahier des charges. Mais effectivement, plus les termes sont précis et différents de ce qui se fait dans un domaine, plus ce sera efficace. Des questions ici par rapport à ça? Une autre question par rapport à ça? C'est clair pour le style visuel? Ouais. Ok. Et donc, je montre un exemple concret de en quoi le style visuel peut être, est présent dans les images, les patterns, comme ici, les textures, les réflexions. J'aurais pu mettre une image de dos, c'est pas vraiment fait. Il y a aussi une perspective qui est amenée là avec de nouveau le graphisme de la porte qui est cherché, le minimalisme aussi, cherché dans la première image. Donc, on voit aussi que le style, la manière dont le style a été défini n'est pas totale. Je veux dire, par exemple, la première image, elle montre un minimalisme que je n'ai pas décrit dans mes termes ici. Mais par contre, je pense que c'est une des règles qui définit mon style visuel aussi. J'essaie de limiter à 3 éléments chaque image que je fais, pas plus de 3 éléments significatifs. Quand il y a des couleurs, par exemple, pas plus de 3 couleurs. C'est une règle qu'on connaît pour s'habiller. Par exemple, on essaie de limiter à 3 couleurs, pas aller au-delà, sinon ça fait vite carnaval. Et en image, c'est plus ou moins pareil. C'est vrai au niveau des couleurs, mais c'est même vrai si par exemple j'ai un couple, une voiture dans le cadre et un arbre, c'est suffisant, il ne faut pas plus que ça. Donc du coup, je ne peux pas avoir le sol en plus, donc je vais cadrer pour couper le sol, pour n'avoir que le ciel en blanc, enfin voilà, essayer d'avoir le moins d'éléments possible. En tout cas, pas dépasser 3, c'est une règle, mais voilà, parfois c'est compliqué, parfois c'est impossible même. Ici, par exemple, il y a plus de 3 éléments, il y a des trucs perturbateurs là, c'est pas parfait et tout ça, mais en tout cas, aspirer vers un idéal qui est le minimalisme et essayer de se limiter à 3 éléments. Ici aussi, on voit les dos, les réflexions. Et de nouveau, les réflexions, ça c'est des images de New York, c'est ce que je décrivais tout à l'heure avec la musique dans les oreilles. Donc là-dessus, effectivement, je me baladais avec de la musique dans les oreilles et juste pour vivre les choses. Et donc, effectivement, quand on met de la musique dans les oreilles, on n'entend pas ce qu'il y a autour et on sera peut-être plus attentif, effectivement, à une réflexion, à l'attitude de quelqu'un qui marche, par exemple. Si je mets une musique, par exemple, triste et que je vois cette personne marcher comme ça va devenir tout d'un coup quelque chose d'intéressant à photographier parce qu'il y a une attitude recroquevillée alors qu'il marche. Enfin, il y a quelque chose peut-être à chercher. Ou quand on se place le long d'un immeuble comme ça et qu'on voit la rue se dédoubler de part et d'autre de la vitre et qu'on a une musique dans les oreilles qui aussi génère une émotion, je pense que c'est des choses qui peuvent être utiles. Mais donc là, on voit de quelle manière le style visuel, comment est-ce qu'on crée une récurrence, etc. Alors, c'est un mouvement de va-et-vient de nouveau. On fait des images et on se rend compte que certaines choses nous plaisent, donc ça rentre dans le cahier des charges, ou on définit un cahier des charges et du coup on essaie de s'y appliquer. Je pense que c'est plus efficace de fonctionner dans l'autre sens, de partir de ce qui existe dans votre travail et d'observer les récurrences qui sont présentes et de les renforcer à la limite. Il y a des choses qui vous plaisent, qui sont forcément déjà présentes dans votre travail et que vous avez juste à renforcer en y accordant de l'importance et en considérant que c'est votre style. N'hésitez pas à essayer d'aller jusqu'où vous pouvez aller, devenir un peu la caricature de vous-même. Voilà, allez-y à fond et puis jugez à quel endroit vous devez mettre le curseur, quoi. Par exemple, je ne ferai pas que des photos de dos. Ça n'aurait pas de sens, mais une fois de temps en temps, c'est intéressant et dans la sélection, on peut choisir aussi ce qu'on va décider de montrer ou pas.
Donc voilà, ça c'est en quoi la concrétisation se passe dans les images. J'aurais pu prendre d'autres images, je pense que j'essaye que ça soit présent dans toutes les images que je communique, en tout cas, que je montre. Donc on pourrait prendre n'importe quelle image, je pense que ce cahier des charges visuel serait présent au moins en partie, quoi. J'essaie que la part le fait que ça soit correspondant et cohérent par rapport à ce cahier des charges soit le plus évident possible. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre quête d'identité photographique. Si vous ne voulez rien louper des prochains extraits, eh bien, il suffit de vous abonner à la chaîne YouTube qui est avec le bouton qui est tout en haut. Si vous voulez voir l'intégralité de la formation de Mickaël, ça se passe sur le site d'Ampara en cliquant sur le bouton du bas. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel extrait et je vous remercie infiniment de votre fidélité.